handicap et fonction publique, les grands témoins d'Occitanie. La série podcast du FIPHFP en Occitanie. Bonjour à vous, nous poursuivons cette série de podcasts du Handipact Occitanie et nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Madame Marion Henrat, directrice adjointe de 2 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des EHPAD, les établissements Le Pastourel et Cécile Bousquet, tous deux situés à Bessières en Occitanie. Je vous propose dans un premier temps, Madame Henrat, de vous présenter. Oui, bonjour. Je suis adjointe de direction des 2 EHPAD. J'ai été diplômée d'un Master 2 en droit de la santé en 2008 et cela fait maintenant bientôt 13 ans que j'occupe ces fonctions. J'ai eu la chance de pouvoir suivre la formation d'attaché à l'EHESP en 2016. Ok, merci beaucoup Madame Henrat. Alors, je le disais en introduction, vous êtes adjointe de direction de 2 EHPAD, les établissements Le Pastourel et Cécile Bousquet, donc situés à Bessières. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ces 2 établissements ? Oui, ce sont 2 EHPAD publics, 100% habilités à l'aide sociale, qui ont respectivement 57 et 78 places, donc taille modeste. Ouais. Sur l'un d'eux, on a également une unité sécurisée qui nous permet d'accompagner des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Et après, on est très attaché au développement des approches non médicamenteuses dans nos EHPAD et on œuvre là depuis quelques années à obtenir la labellisation en humanitude sur nos 2 sites. Merci. Depuis quand ces 2 établissements sont-ils engagés en faveur du handicap au travail ? Face à des problématiques croissantes d'absentéisme, de difficultés au maintien dans l'emploi, on s'est engagé en 2016 par le biais des actions proposées par l'ANFH notamment, et on a développé plusieurs axes qui sont forcément tous en lien: prévention des risques, handicap, qualité de vie au travail et gestion de l'absentéisme. Ok, ça a été le point de départ des actions en faveur du handicap au travail. Ouais. Ok, donc vous venez de le dire, vous avez eu l'occasion de travailler avec la NFH dans le cadre du projet H300, Handicap 300, pour structurer la politique handicap de ces 2 établissements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça a pu consister ? Oui, ce projet H300 nous a permis de bénéficier d'un audit et d'un accompagnement au développement de notre politique du handicap. On a fait le choix dans nos établissements de coordonner cet accompagnement avec nos actions en faveur de la prévention des risques professionnels. Du coup, on a élaboré avec nos 2 animateurs PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique, et notre médecin du travail, un plan d'action et de sensibilisation annuel. Ok. En 2019, on a proposé chaque mois des ateliers ludiques, des expos, des actions flash. On a distribué des goodies en lien avec ces axes-là à nos agents. Donc, tout ce qui était politique handicap, QVT, ça a bien fonctionné. On devait terminer ces projets en 2019-2020 avec des projets intergénérationnels, euh, sur ces thématiques, mais lors des semaines européennes du handicap qui ont lieu chaque année au mois de novembre. Mais avec la crise sanitaire, on a un collège qui est juste à côté. Et bon, 2020, ça n'a pas été possible en raison de la crise Covid. Ouais, tout à fait. Alors du coup, beaucoup d'actions engagées dans vos établissements, malgré finalement la taille relativement modeste de ces derniers. Justement, pour vous, quels sont les défis pour les établissements de petite taille, de taille modeste, sur le sujet du handicap au travail ? On va dire qu'on en a 2. Comme nous sommes petits, chercher des financements et des subventions pour pouvoir nous équiper à la hauteur de nos besoins, ça c'est un premier défi. C'est également veiller au quotidien à la aux bonnes organisations du travail, à la bonne répartition de la charge physique, quels que soient les métiers au sein de nos EHPAD. Mais également, quand on est de petite taille, on est peu nombreux. Et du coup, l'enjeu, c'est de pouvoir se former pour pouvoir accompagner les agents au mieux. Se former et surtout aussi s'entourer d'un réseau d'experts parce que finalement, il y a ces experts, mais des fois, on ne les connaît pas.
Donc, au moins de pouvoir se former, être sensibilisé, connaître ces différents partenaires, pour notre part, ça nous a quand même beaucoup aidé. Et depuis 2016, on a quand même beaucoup avancé sur la gestion de ces problématiques. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on peut rappeler que le tissu partenarial est quand même relativement dense sur le champ du handicap au travail. On a les Cap emploi, volet maintien qui peuvent intervenir. On a des prestations d'appui spécifiques qui peuvent être mobilisées, qui sont ouvertes aux employeurs publics, quelle que soit leur taille, en fonction des besoins des agents. Et effectivement, l'important quand on est référent handicap, quelle que soit la taille de son établissement, c'est effectivement de pouvoir bien connaître ce tissu partenarial pour pouvoir le mobiliser effectivement en fonction des situations qui se présentent. Donc ça, c'est effectivement les défis. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières que vous êtes amené à rencontrer et comment vous êtes amené à les surmonter? La difficulté première et qu'on essaye tous de contourner, c'est se retrouver face à des difficultés de recrutement. Le secteur d'activité et notre secteur géographique, dans un contexte de pénurie de personnel soignant, ça ne nous aide pas. Donc, si on peut éviter d'avoir à recruter, notamment sur de la courte durée pour pallier l'absentéisme, voilà. Donc, vraiment, l'enjeu, ça va être de diminuer notre absentéisme pour éviter d'avoir à faire trop souvent de recrutement et du coup, de devenir aussi un établissement attractif en termes de QVT. Après, une autre des difficultés, c'est lié aussi au départ en retraite. Là, depuis quelques années, on a tendance à voir des agents qui, compte tenu des durées d'assurance qui se rallongent, à vouloir se maintenir dans l'emploi le plus longtemps possible. Aujourd'hui, on a près d'un tiers de nos effectifs qui a plus de 50 ans. Donc, l'idée, c'est de pouvoir préserver leur santé pour qu'ils puissent se maintenir dans l'emploi jusqu'à leur retraite, ce qui n'est pas toujours évident. Donc là, ça passe à nouveau par des investissements réguliers pour leur permettre d'aller jusque le plus loin possible dans le maintien dans l'emploi. Surtout que ça reste quand même des métiers pénibles. Oui, exactement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que l'effet finalement un peu croisé à la fois d'un personnel qui vieillit et à la fois des contraintes qui sont liées au métier que ces derniers exercent, effectivement, c'est un cocktail qui potentiellement est, en tout cas, crée des difficultés pour l'accompagnement des agents qui potentiellement rencontrent des problématiques de santé. Il y a aussi un enjeu en termes d'organisation du travail. J'imagine que c'est également un sujet ou un point de vigilance, en tout cas, sur lequel vous êtes amené à travailler. Ah oui, 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 l'organisation du travail, c'est quotidien. Bon, là, en plus, elle a été mise à rude épreuve. On la maîtrise parfaitement bien avec la crise sanitaire, puisqu'on tous les 15 jours ou tous les mois, elle devait être réadaptée. Là aussi, c'était réadapté aussi pour les agents qui bénéficiaient d'aménagement de poste, parce que qui dit réorganisation, dit aussi pour eux de repenser quels vont être les aménagements. Oui, ça a été, déjà à la base, c'est un enjeu du quotidien, mais là, avec les presque 2 ans de crise sanitaire, ça a été aussi une charge en travail supplémentaire. Il faut avoir de l'idée quand même. Oui, tout à fait. Vous avez senti justement que la crise sanitaire, elle a exacerbé un petit peu les difficultés qui étaient inhérentes à l'accompagnement d'agents en situation de handicap ou d'agents plus globalement rencontrant des problématiques de santé? Oui, alors quand même, il y a 2 effets. Alors ceux qui étaient déjà dans des situations d'inaptitude ou de maintien dans l'emploi, c'était compliqué pour eux parce que nous, on était très pris par des problématiques nouvelles, quotidiennes et très stressantes, mais qu'il fallait quand même qu'on soit disponible pour eux. Ils étaient en plus eux-mêmes ralentis dans leur démarche de reconversion. Quasiment tous les partenaires étaient soit à l'arrêt, soit empêchés, soit... Donc, les démarches sont plus longues. Du coup, les délais se rallongent. Plus les délais se rallonge, plus les gens sont anxieux. Donc, on est resté présent. C'est développé par des nouveaux schémas de rencontres. Donc, on a privilégié les rencontres en visio, donc comme tout le monde. Mais ensuite, au sein de nos EHPAD,
Bizarrement, c'est peut-être l'effet crise, mais on a eu un taux d'absentéisme extrêmement bas. D'accord. Donc, est-ce que l'effet crise joue sur une solidarité qui se met en place, une cohésion de l'équipe, l'envie de participer à la gestion d'une crise un petit peu inédite, certainement. Bon, maintenant, on sent peut-être l'effet un peu fatigue qui arrive, hein, Oui, après forcément. 18 mois. Ouais, voilà. Mais voilà, il y a eu ces deux effets de la crise sur le handicap. Bon, après, je vous l'ai dit, hein, c'était aussi de repenser les aménagements de poste des agents en situation d'handicap au travail, où là aussi, ça a été un peu compliqué de ne pas les laisser, de ne pas les... mais parfois, de trouver un nouvel aménagement dans une organisation totalement bouleversée, c'était pas simple. Et il faut dire qu'au départ, c'était pas forcément la priorité. Oui, tout à fait. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi un certain nombre d'actions finalement qui étaient programmées ou prévues, notamment en termes de communication, notamment en termes de sensibilisation, qui là, de fait, ont été un petit peu mises entre parenthèses. Notamment, vous évoquez les actions intergénérationnelles, pardon, avec le collège qui se situe juste à côté. Bon, de fait, ces actions-là ont dû être reportées. Oui, après, on sait que ça sera un super projet. On avait commencé à y travailler, donc ça, c'est en lien avec nos animatrices. Donc, dès que l'on pourra, on le remettra dans le tuyau. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, avec toute la communication qu'il y a eu sur la gestion de la crise, sur répondre à des questions, il n'y avait pas de place pour Oui, autre tout à chose, fait. en fait. Donc, bon. Mais là, vivement qu'on espère s'en Que sortir les et qu'on choses soient revienne terminées. à d'autres problématiques. Ok. Peut-être un peu plus largement, est-ce que vous avez le sentiment, vous qui êtes engagé sur le sujet du handicap au travail depuis maintenant plusieurs années et qui échangez régulièrement avec vos homologues, est-ce que vous avez le sentiment que le sujet du handicap, il a progressé dans la fonction publique hospitalière et en particulier dans les EHPAD et les hôpitaux locaux? Oui, c'est vrai qu'on sent que là, enfin, depuis, je dirais, 5 6 ans, il y a vraiment cette culture de la politique du handicap. Mais en fait, si on en avait la culture, si on avait identifié des partenaires, on n'avait pas les outils. En tout cas, le cadre juridique, donc là, la publication sur le décret sur la mise en place de la période préparatoire au reclassement, Tout à fait. c'est quand même une avancée. C'est des choses qu'on faisait, mais hors cadre juridique, parce que ça n'existait pas. Donc là, il faut voir maintenant qu'on a ces outils, et je pense que c'est la reconnaissance, en fait, et l'avancée dans la fonction publique hospitalière, parce que ça existait dans les autres fonctions publiques, mais Tout à fait, pas depuis chez déjà pas nous. mal de temps, hein. Donc, bon, et la deuxième chose, et je pense que ça, c'est les pouvoirs publics se sont rendus compte aussi de ces enjeux-là. Et tous les ans, il y a quand même un déblocage de fonds financiers en faveur de la lutte contre les troubles musculo-squelettiques et sur la QVT, qui sont là aussi, mais qui démontrent que le sujet du handicap a quand même avancé ces dernières années. Oui, tout à fait. Et puis, on a également le FIPHFP qui continue plutôt sur la dimension compensation, Mm. d'accompagner les établissements, notamment de la fonction publique hospitalière, lorsqu'il y a des Mm. besoins d'aménagement particulier ou de reconversion professionnelle. Mm. Et puis vous évoquiez la question de l'outillage tout à l'heure. C'est l'occasion de rappeler qu'effectivement, dans le cadre du projet Handicap 300, donc, auquel vous avez pu participer à partir de 2016, il y a une boîte à outils qui a été construite composé d'une quarantaine d'outils Oui. qui va du tableau de bord, de suivi des agents, à des modèles pardon, de courrier Ouais. ou des outils de communication, par exemple, qui sont disponibles et téléchargeables en version libre sur le site dédié qui doit être handicapanfh.fr. Mm. Donc, effectivement, outils qui peuvent être utilisés par toutes les structures, quelle que soit d'ailleurs leur taille ou leur niveau de maturité sur le sujet du handicap. Oui, mais c'est rassurant d'avoir accès à ces outils-là, surtout, voilà, comme je le disais, quand on n'est pas forcément spécialisé en la matière. Oui, ouais, tout à fait.
On dit souvent que les établissements de taille modeste, ils n'ont pas forcément la possibilité ni les marges de manœuvre pour mettre en place des actions sur le sujet du handicap au travail parce qu'ils sont de petite taille et parce qu'ils n'ont pas les moyens en interne pour faire des choses intéressantes. Vous, finalement, vous êtes un petit peu l'exemple inverse. On voit qu'avec un peu de volonté et avec des bonnes idées, il y a des choses intéressantes qui peuvent se mettre en place. Est-ce qu'il y a des actions que vous avez pu conduire en faveur du maintien dans l'emploi de vos agents rencontrant des problématiques de santé? Oui, d'une part en développant un vrai partenariat aussi avec notre service de médecine préventive. Ça, c'est primordial pour le maintien dans l'emploi. Ça nous permet de faire des aménagements de postes qui sont tenables pour l'agent, mais également pour ses collègues. Donc là aussi, il a fallu qu'on travaille sur de la communication, sur qu'est-ce que c'est un aménagement, quelles en sont les raisons, pour changer un petit peu le regard sur le handicap, pour permettre aux agents aussi et aux collègues d'accompagner ces personnes sur le terrain, parce que certes aménager, mais au quotidien, il faut aussi les accompagner. Et c'est souvent les collègues qui vont permettre à un agent d'être maintenu dans l'emploi. Donc, il y a ce volet-là. Et ensuite, quand le maintien dans son emploi ou l'aménagement de l'emploi n'est plus possible, c'est de pouvoir accompagner les agents à faire parfois un deuil du métier. Ça peut être difficile, ça peut être plus ou moins long, pour leur permettre d'engager des démarches de reconversion professionnelle, de formation, de découverte d'un autre métier. Et c'est là que on propose une cellule maintien dans l'emploi. Donc, on reçoit nos agents, donc moi, avec ma casquette RH, avec notre médecin du travail et avec notre référente mutualisée handicap. Ouais, ok. Ça marche, donc pas mal de choses qui peuvent se mettre en place, effectivement, avec des idées et de la volonté. Est-ce qu'il y a une fierté particulière que vous avez, que vous souhaiteriez partager? Il y en a, chaque jour, il y a une petite avancée pour nos agents. Là, dernièrement, c'est un agent en situation d'inaptitude pour qui le deuil du métier d'aide-soignant a quand même été très, très difficile. Et à force de l'accompagner, d'échanger avec elle, d'échanger et d'être présent, elle a réussi, parce que c'est une démarche qui est quand même très individuelle, la démarche de reconversion professionnelle. Et elle entame une formation au mois de septembre. Donc, c'est une fierté et d'avoir pu l'accompagner et de voir qu'aujourd'hui, elle a retrouvé l'envie de travailler aussi. Oui, tout à fait. Et on sait à quel point ça peut être compliqué, effectivement, pour ces personnes-là de s'engager finalement dans un nouveau projet professionnel, surtout sur ces métiers où on est beaucoup sur des métiers qui portent énormément de valeur, des métiers de conviction et quand même des métiers d'engagement. Donc, ok, merci en tout cas pour ce partage. Peut-être une petite dernière question pour conclure. Quel conseil donneriez-vous à un établissement qui souhaiterait s'engager, débuter sur le sujet du handicap au travail? D'avoir la volonté déjà de le faire. Les idées vont ensuite arriver et savoir bien s'entourer. Ok. Merci beaucoup, Madame Henra, de nous avoir accordé du temps et d'avoir répondu à ces quelques questions. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Retrouvez notre témoin du jour et toute la série podcast sur le site du Handipact Occitanie. À très bientôt.